a bubble, Europe is cool. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe. Crève la bulle, l'Europe c'est de la bombe est aujourd'hui sur l'esplanade Solidarność, en face de l'entrée du Parlementarium. Là où on découvre, où on apprend l'Europe, où on apprend ses fonctionnements. À se demander quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question: élection ou révolution par le bulletin de vote? Que se passe-t-il en Europe? Et nous allons interroger diverses personnes présentes ici sur cette esplanade pour leur demander leur avis, l'avis des Européens, des gens, de vous, de moi. L'Europe c'est de la bombe. Mon pays vient justement de sortir de l'Europe et j'étais super attristée par ça. Et bientôt les élections françaises et j'espère juste qu'on n'y en sortira pas non plus parce que j'aurais plus de nationalité européenne. C'est courir un peu à notre perte de quitter l'Europe. Je trouve que c'est un peu du suicide. Et ce serait vraiment dommage pour plein de petites choses. C'est vrai que moi je vais avoir une mobilité Erasmus très certainement. Et ça, ce serait vraiment dommage de le perdre. Les échanges et les partenariats interuniversitaires entre les États membres de l'Europe, et ça c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir ne serait-ce que circuler librement en Europe sans avoir besoin de visa. I'm a bit worried what's happening right now in Europe because of Brexit, but actually I'm quite positive. L'Europe a un problème de fond qui tient au fait que de toute manière aujourd'hui, avec 27 ou 28 États, peu importe si on inclut encore l'Angleterre qui n'est pas encore partie, elle a un problème de fond en particulier vis-à-vis des États-Unis. Si l'on regarde les États-Unis sont souvent beaucoup plus protectrices que ne peut l'être l'Europe. Notamment sur le plan économique, et ça a été un des arguments de Le Pen, qui dit qu'elle pourrait, si elle accédait au pouvoir, essayer d'amener plus de protection au niveau national, c'est parce que l'Europe n'arrive pas à le faire au niveau européen. Tout simplement parce que les intérêts des États sont extrêmement divergents et que beaucoup d'États européens ne voudraient pas, par exemple, d'une préférence européenne. Préférence européenne, c'est le fameux Buy American Act. Bon, ça, avant que ça n'arrive en Europe, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts, malheureusement. On l'a vu d'ailleurs, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on fait semblant d'accepter des réponses à certains appels d'offres, accepter ces réponses qui viennent de l'extérieur des États-Unis, et finalement, qui est-ce qui gagne toujours pour des raisons politiques? C'est par exemple Boeing contre Airbus à propos des MRTT, c'est-à-dire des fameux ravitailleurs en vol, qui était un contrat qui portait sur plusieurs milliards. Airbus l'avait remporté à un moment, puis ça a été Boeing, puis on est revenu, ça a été nouveau Airbus, et puis finalement c'est Boeing. Or, quand on regarde bien, dans beaucoup de domaines, les États-Unis ont ce fameux Buy American Act, qu'il est impossible, et qu'il sera impossible pendant certainement encore très longtemps, de pouvoir avoir d'un point de vue économique en Europe. Lorsque par exemple Trump ose dire que l'OTAN coûte trop cher aux États-Unis, il oublie peut-être de dire que bien des États membres de l'OTAN achètent ou utilisent et donc doivent à un moment ou à un autre payer du matériel américain. Et donc, à qui est-ce que ça rapporte? Aux Américains. Donc certes, peut-être que tous les États n'atteignent pas les fameux 2% de leur budget, enfin de participation plutôt au budget de l'OTAN, mais néanmoins, les États-Unis sont quand même largement gagnants d'un point de vue économique. Là-dessus, l'Europe, effectivement, pêche énormément. On a fait un grand marché, mais au-delà de ça, on n'est pas capable, on est très difficilement... l'Europe est assez difficile, arrive difficilement à véritablement, là où il le faudrait, de temps à autre, et c'est ce que font les anglo-saxons très souvent, à protéger leur marché dans différents domaines. Notamment le domaine de la défense, le domaine aéronautique et d'autres domaines également. Crève les bulles, l'Europe c'est de la bombe. Ce n'est certainement pas uniquement le président français qui pourrait, avoir une bonne idée. Il faudrait obligatoirement qu'elle soit partagée par d'autres et pas uniquement par les Allemands. Il faut, si on revient un petit peu en arrière, l'Europe, elle s'est quand même construite et elle se construira toujours sur des équilibres. Donc entre la France et l'Allemagne, c'était d'abord que l'Allemagne
serait la principale puissance industrielle en Europe, la France gardant son rôle de puissance agricole. Tout ça a été totalement détruit. Donc à partir de ce moment-là, cet équilibre est rompu. Il l'est depuis déjà pas mal de temps, depuis plusieurs décennies. Et de toute façon, il sera très difficile aujourd'hui de revenir sur cet équilibre. Et de toute manière, est-ce que ce serait vraiment nécessaire? Bon, ça c'est une autre question. Néanmoins, retrouver un équilibre va être d'autant plus difficile que même si aujourd'hui la France voulait revenir économiquement et faire les réformes qu'a fait l'Allemagne avec au moment du départ de Schröder, quand il est parti, c'est-à-dire d'abaisser les salaires pour rendre finalement l'industrie allemande de plus en plus compétitive. Si aujourd'hui la France fait ça, finalement qu'est-ce que ça fera? Ça fera uniquement que la France rattrapera un tout petit peu de productivité sur l'Allemagne. Mais c'est tout. Donc pour l'Europe, ça ne sera pas très très bon. D'ailleurs, d'autres se plaignent de cette hyperproductivité allemande, ce sont les pays de l'Est. Donc à partir de ce moment-là, l'Allemagne est véritablement vue comme hégémonique. Et si on est les 2e ou 3e ou 4e ou 5e ou 10e à faire les mêmes réformes, on n'arrivera jamais qu'à rattraper un petit peu l'Allemagne. Donc de toute manière, ça ne ramènera pas un équilibre. Being part of Europe, part of European Union, it's connected a bit with security for us, because once upon a time we were part of Soviet Union, and when we got our independence we started to look for new ways how to join Europe, because it was really connected for us with security. And right now, as a Lithuanian, I feel more secured as part of Europe. And we all believe in European values, because we understand what happened in Soviet Union, and we don't want this to repeat. So I think that European project is a great way how to keep peace in Europe. C'est un super projet, ça nous a apporté la stabilité financière, la paix. C'est un projet qui a consolidé, et ce que j'aimerais, c'est un peu plus de concrétisation de ce qu'apporte l'Europe au quotidien donc des Français, des Allemands, de tous les pays européens. I've participated in a lot of projects which were funded by Erasmus+, and I think that it's really awesome for me as a young person to experience Europe, to participate in various projects, to meet amazing people all around Europe. And just to be, part of it, global world, not like national and oriented only into one country, but part of something bigger. Moi j'aime beaucoup l'Europe, je suis anglaise, j'ai habité 10 ans en France et j'ai étudié actuellement à Bruxelles, donc l'Europe c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de choses. Ça m'a permis de voyager énormément, je parle du coup de langues pour moi c'est vraiment hyper enrichissant de pouvoir avoir 2 nationalités européennes, de pouvoir voyager à travers l'Europe naturellement quoi. Moi j'aime beaucoup l'Europe. Pour le prochain président français ou pour le prochain couple franco-allemand, ça va être très très difficile de relancer l'Europe. Il faudrait quoi? Une autre grande idée comme l'euro, mais on a vu que l'euro ne plaît pas toujours aux citoyens, qui n'a pas toujours bien compris à quoi servait l'euro, qui se dit que ça sert plus à certaines puissances financières et à la finance en général que véritablement aux citoyens, que son application lorsque l'euro est arrivé dans les portefeuilles des Européens, du citoyen européen, finalement le citoyen européen s'est senti un peu floué par cet euro marque, on va dire, c'est-à-dire une monnaie assez forte, alors que beaucoup de pays, pas uniquement la France, l'Italie ou d'autres, avaient des monnaies qui étaient beaucoup plus faibles. Donc ils ont eu tout d'un coup l'impression de payer beaucoup plus cher pour des biens, on va dire, je ne veux pas dire uniquement de première nécessité, mais enfin qu'ils avaient l'habitude de consommer de manière courante. À partir de ce moment-là, je pense que malheureusement, cela est resté comme idée chez pas mal de citoyens et dans pas mal de pays européens, que l'euro finalement n'était peut-être pas une monnaie idyllique. Alors il n'y a pas de monnaie idyllique évidemment, mais l'euro, ça a été la dernière grande étape, en tout cas le dernier grand défi qu'a réussi
à faire et à soulever l'Union européenne, en tout cas une partie de l'Union européenne. Alors, est-ce que maintenant on pourrait faire cette fameuse Europe à plusieurs vitesses qui existe déjà? On le voit avec l'euro, on le voit avec Schengen. La question est posée, mais beaucoup d'États considèrent que s'il y avait une Europe à plusieurs vitesses, ils deviendraient des États de seconde zone, leurs citoyens des citoyens de seconde zone, et évidemment à partir de ce moment-là, que l'Europe ne serait plus véritablement un symbole d'unité et de solidarité. Ça risque donc d'être particulièrement difficile pour l'Europe de trouver de nouveaux défis à relever et qui puissent véritablement influencer la vie quotidienne des citoyens européens. C'est un peu une peur de voir Marine Le Pen être élue à la tête de l'État français. Non, beaucoup de jeunes sont contre d'ailleurs. Enfin, notre entourage, je dirais qu'on est tous un peu révoltés par ça et qu'on veut à tout prix voilà, faire barrage au FN et ne pas sortir de l'Europe. Enfin, je n'ai jamais vu un pays isolé s'en sortir. Enfin, je veux dire, je vois pas comment ça peut être quelque chose de bien de s'isoler, quoi. Enfin, une politique d'autarcie, je vois pas vraiment. Enfin, nous, on n'a jamais vraiment connu ça, donc on voit que le positif d'échanger librement et d'être dans d'être dans l'Union européenne, quoi. On n'a jamais rien connu d'autre, donc c'est vrai que pour nous, c'est une chance énorme. Ben, moi, je trouve que l'Europe est beaucoup moins unie que n'importe quel autre continent. Enfin, genre, aux États-Unis, je dis pas qu'il faut prendre l'exemple ou quoi, mais ils ont beaucoup plus l'air d'être unis. Enfin, ils revendiquent leur continent, leurs origines et tout, alors qu'en Europe. Enfin, on dit pas je viens d'Europe, on dit je viens de Belgique, de France. Chirac a énormément fait de mal aux institutions en France. C'est lui qui a voulu impérativement imposer le quinquennat, c'est-à-dire en fait imposer tout simplement un mandat strictement identique pour la présidence et pour le législateur, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus de possibilité en France de se retrouver dans ce que l'on appelle une cohabitation. Or, finalement, quand on regarde les choix qu'avaient fait les Français plusieurs fois, eh bien, au niveau national, ils n'étaient pas contre pouvoir, à un moment ou à un autre, revenir sur leur choix pour tout simplement contester le gouvernement, enfin en tout cas les choix du gouvernement qui se trouvaient en place. Et finalement, on remarque petit à petit qu'en France en tout cas, fort probablement la population, en tout cas les électeurs, préfèrent pouvoir à un moment ou à un autre avoir, un peu comme aux États-Unis, des midterms. C'est-à-dire pouvoir dire, sans changer obligatoirement de président, mais pouvoir dire la politique que vous menez doit être corrigée à un moment ou à un autre. Donc on se retrouve avec des élections qui effectivement ont un air, c'est peut-être pas la maison brûle, parce que finalement le résultat du premier tour était relativement annoncé depuis longtemps. La seule chose, c'est que effectivement, on se retrouve avec Le Pen parce qu'il y a un vote contestataire, pas uniquement contre l'Europe, mais d'abord et avant tout contre une mondialisation dont on ne sait pas trop où elle va et qui donc fait peur. Et je ne pense pas que ce soit uniquement en France. Les propos de Marine Le Pen, je trouve qu'ils sont assez graves, mais en plus, faire sortir la France de l'Europe, ça va être vraiment très embêtant. En tout cas, Marine Le Pen, c'est mort, quoi. C'est la pire. C'est la pire. Elle est calculatrice, elle est manipulatrice, elle ment. Elle est raciste, elle est homophobe. Le deuxième tour des élections présidentielles aura lieu en juin, c'est-à-dire aux législatives. C'est là qu'on va voir s'il y a véritablement une recomposition telle qu'on l'annonce ou que certains voudraient l'annoncer du paysage politique français. En réalité, quand on voit bien, finalement, le candidat qui normalement devrait être élu dimanche prochain est quand même soutenu par énormément de gens qui sont là depuis longtemps. Alors ce n'est pas parce que tout d'un coup il change de nom, ou plutôt s'il change de parti, qui s'appelle plus, d'ailleurs certains l'avaient proposé, qu'on n'appelle plus le Parti Social, enfin que le Parti Socialiste change de nom, qu'il devienne plus social-démocratie ou quelque chose comme ça, ça ne voudra pas dire un changement fondamental. Quant à enterrer tout de suite les Républicains, c'est peut-être aussi aller vite en besogne. On voit que les fameux partis tels que le Front National, donc Marine présidente, et celui de Mélenchon, la France Insoumise, ont encore un énorme défi
à relever qui est celui de l'assise territoriale. L'assise territoriale, c'est celui des législatives, c'est-à-dire de pouvoir avoir suffisamment de maires, de députés et ensuite de régions. Et ça, ce n'est pas encore gagné pour eux parce que ça se joue de manière très différente d'une présidentielle. La présidentielle française, c'est quand même, elle est même très différente, il ne faut pas l'oublier, de la présidentielle américaine. C'est un système à 2 tours avec suffrage universel direct à 2 tours et majoritaire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aux États-Unis, puisqu'il y a les fameux grands électeurs qui doivent se prononcer et que, en fonction des États, ils ont plus ou moins de voix et que cela n'est pas toujours proportionnel avec la population exacte de chaque État fédéré. Donc, c'est quand même très différent. Pour en revenir à la recomposition du système politique français, pour le moment on est toujours dans la Ve République. D'ailleurs les 2 candidats qui s'affrontent dimanche n'ont pas proposé, enfin ne sont pas pour une 6e République, ni l'un ni l'autre, même si peut-être l'une aurait voulu tout changer et faire une rupture totale, mais enfin en tout cas elle n'a jamais parlé de 6e République. Quant à l'autre, Emmanuel Macron, jusqu'à preuve du contraire, il a dit qu'il voulait sauver le système, c'est-à-dire rester dans la Ve République. Et là, je reviens à ce que je disais au départ. Celui qui a fait certainement le plus de mal à la Ve République, c'est bien Jacques Chirac, qui, sous un élan de soi-disant modernité, a voulu imposer le quinquennat. Et ce qui aujourd'hui, finalement, et je pense qu'on peut voir aussi ce vote protestataire, et pour le FN et pour la France Insoumise, comme voulant dire, on en a marre d'un système qu'on nous a enlevé. Parce qu'on aimait bien ce système du septennat et de pouvoir, au bout de 5 ans, dire maintenant c'est terminé, il y aura une cohabitation. On a été floué, le programme pour lequel on a voté n'est pas adopté ou n'est pas suivi, eh bien on va changer de gouvernement. Ce qui est c'est pas une révolution en soi, mais c'est simplement obliger finalement le camp majoritaire à devenir l'opposition. Et c'était finalement assez intéressant. Et quand on regarde, ça fait pas si longtemps que cela qu'on a ce quinquennat en France, et il n'est pas impossible que finalement les gens disent ben écoutez, on est obligé de s'exprimer autrement pour pouvoir faire entendre que la politique, on aimerait bien agir un peu davantage dessus. Et que donc cette sorte de mid-terms, même si en France, pendant le septennat, c'était pas exactement au milieu du mandat présidentiel, mais effectivement, cette sorte de mid-terms, ou en tout cas de pouvoir revenir et de pouvoir s'exprimer à nouveau sur la politique en cours, eh bien, je pense personnellement que beaucoup de Français, en tout cas beaucoup d'électeurs en France, auraient préféré pouvoir garder ce système. Alors qu'en 2017, je trouve que c'est grave d'être raciste et homophobe encore, donc... Enfin, surtout voter pour une femme qui est raciste, homophobe, qui n'accepte pas la différence des gens, en 2017, c'est grave. C'est pas avancer, c'est reculer, justement. Restez tuned sur Al-Mouattine pour un nouveau numéro de Crève la bulle, l'Europe c'est la bombe. N'hésitez pas à commenter et envoyer vos suggestions sur Facebook et Twitter, #Crève la bulle.